Ils ont montré que l'universel peut se vernaculariser, peut s'approprier et devenir autre chose que son inventeur initial avait prévu. Et là, à mon avis, ce sont des expériences intéressantes d'ouverture de l'universel à la réappropriation, à la réinvention de la différence au sein même de l'universel par des individus qui n'étaient pas inclus au départ. Je m'excuse de rester sur votre point un instant. Est-ce que ce qui fait le bon universalisme contre le mauvais, si vous me permettez cette expression qui est bien maladroite, est-ce que c'est la reconnaissance par l'autre? Parce que ce que vous dites, c'est que les Sénégalais ont reçu la nationalité française, disons pour aller vite, et que les Algériens musulmans ne l'ont pas reçue. Ils ont eu la nationalité, mais pas la citoyenneté. C'est ça. Alors que Sénégal, c'était l'inverse. Il y avait la citoyenneté sans même forcément avoir la nationalité. Oui. La forme complètement inverse. C'est vrai. Assez vous avez raison de me reprendre. Vous avez raison. Mais est-ce que vous diriez que c'est la manière dont on est traité par l'autre, ou est-ce que vous diriez que c'est le contenu d'une culture qui est, pourquoi pas dans certains cas, incapable de concevoir l'universalisme, ou vous disiez les universalismes? Est-ce que vous diriez, ça revient au même comme question, est-ce que vous diriez que toutes les cultures sont susceptibles de créer une vision, une figure de l'universalisme? Ou est-ce que vous diriez, par exemple, enfin, je vous pose cette question de cette forme-là, s'il fallait la développer un peu plus, je dirais, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont plus favorables à la formation d'une pensée universaliste dans une culture particulière, ou est-ce que non, ça vient toujours du dehors? Je pose ma question parce que nous avons fait comme si nous parlions uniquement de rapports entre des sociétés différentes. Mais comme nous le savons tout aussi bien, aujourd'hui, on pense plutôt à l'existence de plusieurs cultures à l'intérieur d'une société nationale donnée à cause des migrations, à cause du métissage, à cause de tout ce que vous voulez, et qui fait que aujourd'hui, même si il manque beaucoup de choses, on peut dire que des sociétés comme la France ou le Canada ou les États-Unis ou l'Angleterre sont des sociétés effectivement multiculturelles. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde a le même accès à l'universalisme là-dedans. Bon. Et on peut dire là, en effet, que la première condition, c'est la reconnaissance de l'autre. Là-dessus, je ne pense pas qu'on puisse... Moi, je dirais plutôt multicommunautaire. C'est-à-dire qu'il y a... Ça dépend. Là, il faut se méfier de l'anglais et du français. Oui. Quand vous dites multicommunautaire, vous ne voulez pas dire multicommunautariste. Vous voulez dire qu'il y a des communautés au sens où on dit... Jusqu'au communautarisme, bien entendu. Oui. Il y a les deux. Mais de toute façon, en aucun cas, on peut parler de multiculturalisme qui favorise l'interculturalisme. C'est plutôt du pluriculturalisme, du multiculturalisme qui favorise l'enfermement culturel et communautaire. Mais pour revenir je pense là-dessus, on est plutôt d'accord. Mais alors, je reviens à la question que vous avez posée. Je pense que l'apogée de toute culture, c'est de produire un modèle culturel universel. Et donc que toute culture aspire à l'universel. Et tout modèle universel est susceptible de devenir hégémonique. Vous allez peut-être un peu vite, non? Parce que vous dites toutes, ça ne me semble pas évident, parce que vous avez quand même énormément de cultures locales. Je parle de risque. Non, mais je veux dire que toute culture porte en soi l'universalisme. Aspire à l'universalisme. Oui, c'est pas évident, parce que c'est pas évident, je répète, parce que vous pensez à le monde, je sais pas moi, occidental, le monde musulman, le monde chinois. Bon, à ce niveau-là, oui, sans aucun doute. Mais si vous prenez des cultures très délimitées, extrêmement minoritaires,
on peut dire que ces gens se soucient essentiellement de survivre, d'être reconnus dans leur place et n'ont pas les moyens d'accéder à l'universel. Je ne sais pas ce que vous appelez minoritaire. Je veux dire il y a un pour mille. Plusieurs communautés minoritaires, numériquement, mais qui marquent leur territoire, qui influencent le système de pensée et donc qui présentent un modèle. Non, mais là-dessus, moi, je vous donne tout à fait raison. C'est le mot qui me faisait tiquer, c'est le mot « toutes ». Après tout, vous avez des mini-cultures, si je peux dire. Moi, je ne pense pas qu'il y a des mini-cultures et des cultures à part entière. Non, c'est des questions de nombre. Où je veux dire, prenez le monde qu'étudient les ethnologues. Vous avez là des cultures plus même que des sociétés. Et elles ont, je pourrais dire la même chose probablement des Grecs ou des Romains d'ailleurs, mais prenons ces cultures innombrables, dont certaines disparaissent, elles ont un discours sur elles-mêmes, quand généralement prend la forme de la mythologie ou du récit de l'origine de ce peuple, de cette culture. Bon. Prenons même un exemple mieux connu ou plus vaste. Il y a beaucoup de raisons de dire que la pensée juive est une pensée qui a voulu aller et qui effectivement est allée à l'universel. Et en même temps, c'est un monde qui a dit « je suis le peuple élu ». Ça accroche. Moi, je reviens à l'époque médiévale. Ouais. La minorité juive vivant dans l'ère musulmane a marqué son apogée philosophique et mystique. Les kabbalistes, Maïmonide, le philosophe, a émergé d'une présence minoritaire. Tout comme l'islam. L'islam a commencé par une quarantaine de personnes. Mais il ne s'agit pas de dans l'islam, nous pensons à autre chose. La civilisation, la culture musulmane qui a par la suite donc marqué l'histoire pendant plusieurs siècles. Mais alors, revenons, je pense, aux conditions. Vous avez posé une excellente question tout à l'heure, à savoir, y a-t-il des conditions préalables au bon universel ou à la bonne universelle. C'est ce que déjà. Voilà. C'est ce que déjà Étienne Smith a posé, parce que si vous êtes défini comme écrasé, comme si vous êtes défini par les majoritaires, comme le méchant, le mal, et qu'il faut le tuer, il n'est pas facile dans ces conditions-là de développer sa propre. On se bat d'abord pour son droit à exister, sa survie. De là à s'élever à l'universel, bon. Moi, je pense que la pensée, la culture moderne, la pensée, comprenons la pensée, la civilisation, etc., est fondée essentiellement sur un monoculturalisme. C'est-à-dire que, dès le départ, la pensée moderne a pensé à l'homme blanc, pour le monde occidental, essentiellement, et a voulu exporter les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de la démocratie, de l'humanisme, etc., à l'ensemble des autres cultures, à travers l'occidentalisation et à travers la colonisation, essentiellement. Donc il y a, dès le départ, une condition qui fragilise le modèle universel. Deuxièmement... Même qui le détruit. Et qui le détruit, et qui commence à marquer son déclin, d'ailleurs. Oui, depuis un certain temps. Et donc, je pense, la deuxième condition qui n'a pas été tout à fait
présente et qui pas dans le modèle universel que nous vivons aujourd'hui et qui n'a pas favorisé, probablement qui a fragilisé l'universalisme des pluralités, l'universalisme interculturel, c'est la question du positivisme. Je pense que nous avons fait des valeurs universelles une véritable sacralisation qui a pris la place du relativisme spirituel, c'est-à-dire que le droit humain qui a pris la place du droit divin, qui a pris la place aussi, qui s'est substitué aux autres modèles donc culturels, a peut-être contribué à la sacralisation du modèle universel moderne. Il a probablement contribué à le rendre incapable de communiquer avec les autres. Et je pense que là-dessus, il y a un véritable problème épistémologique. La culture universelle est capable de perdurer son universel, c'est celle, à mon sens, qui est capable d'être fondée sur l'interculturalisme, d'être fondée sur une relativité humaine, d'être fondée sur une ouverture essentielle, premièrement. Et deuxièmement, je pense que l'universalisme aujourd'hui, que nous consommons aujourd'hui, que nous finissons par consommer, et pas par réfléchir, malheureusement, par penser, a perdu sa vocation fondamentale, grecque, confirmée par les musulmans, confirmée par la philosophie médiévale, musulmane, chrétienne, juive, etc., à savoir le bonheur. Je pense que la jouissance, le plaisir, s'est substitué au bonheur. Et la question de bonheur est essentielle pour favoriser l'idée d'un bonheur commun, pour favoriser l'humanisme donc. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une course infernale pour la jouissance, pour la consommation, et qui favorise plutôt le capitalisme. Et le capitalisme ne peut favoriser que l'hégémonie du modèle.